Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler d'un petit peu de méthodologie magique. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, mais il y a quelques temps j'ai reçu lors d'une FAQ sur Instagram une question qui m'a un peu interpellée, qui m'a semblé très intéressante. Et du coup, j'ai voulu en faire une vidéo dédiée parce que sur une story Instagram, on n'a pas forcément la place, ni le temps, ni la latitude de développer tout ça, donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. La question c'était la suivante. Comment savoir quel type de charme choisir? Je suis perdue entre les sachets, amulettes, etc. Ça c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas forcément de prime abord, mais la forme du sort, eh bien il se trouve qu'elle a son importance. Quand on élabore un sortilège, en particulier quand on commence à les écrire soi-même, eh bien effectivement on va pas forcément choisir une forme au hasard. Ça, c'est quelque chose qui peut être pertinent, même si certaines formes sont quand même assez polyvalentes et peuvent se plier à plein de situations différentes. Il y en a qui vont quand même pouvoir être privilégiées par rapport à d'autres. Alors, quand on va travailler là-dessus, en réalité, on va se rendre compte que la forme du sort, c'est quelque chose qui intervient finalement assez tard dans le processus créatif du sortilège. Alors, en tout cas, en ce qui me concerne. Personnellement, quand j'écris un sort, je commence pas par me demander quelle forme je vais lui donner. C'est quelque chose qui vient bien plus tard et quelquefois qui peut même changer en cours de route. Donc, je commence déjà à travailler sur le fond et je m'attaque à la forme ensuite. Alors, il faut pas non plus se dire que la forme c'est quelque chose de complètement superficiel et qui ne doit pas être réfléchi parce qu'on peut le retoucher quand on veut. Certes, on peut le retoucher quand on veut, mais ça a quand même son importance et ça peut avoir une symbolique assez forte. Alors généralement, et là je dis bien généralement, il y a des exceptions. Généralement, on peut classer les sortilèges en deux grandes familles. Même si là encore, il y a des électrons libres en dehors de ces familles. Ces deux grandes familles, c'est l'attraction et le bannissement. La plupart des sortilèges, on va dire 80-85% à une vache près, vont appartenir à l'une ou l'autre de ces catégories-là. Alors, il y a des sorts qui sont en dehors, bien entendu, on y reviendra, mais on va se dire que généralement, quand on prépare un sortilège, on est soit dans l'attraction, soit dans le bannissement. Du coup, déjà ça va pouvoir nous orienter. L'attraction, vous l'aurez sans doute compris, c'est quelque chose qui fait venir à soi. Donc on va être dans un processus créateur. On va être dans la croissance, dans le développement, etc. Donc au niveau des formes, on peut avoir des choses comme planter une graine pour faire pousser une plante, coudre un sachet, on fabrique quelque chose, remplir une jarre, on fait croître quelque chose à l'intérieur, etc., etc. Le bannissement, au contraire, vous l'aurez compris, on repousse quelque chose, on l'éloigne de soi. Donc on est plutôt dans la destruction, dans la diminution, voire dans l'entrave, dans l'éloignement, etc. Donc on peut avoir des formes de sorts comme trancher un lien, comme brûler un papier, comme jeter quelque chose loin de soi, etc., etc. Vous voyez un petit peu déjà, ces deux grandes catégories vont énormément nous aiguiller quant au choix de la forme du sort. On va en profiter pour faire une toute petite parenthèse parce que dans l'intitulé de la question, la personne qui me l'a posée a cité une forme particulière de sortilège qui est l'amulette. On entend très souvent ce terme et on l'entend très souvent confondu avec un autre terme qui est celui de talisman. On en a déjà parlé sur la chaîne et j'en ai surtout beaucoup parlé dans Une année en magie. Les abonnés, si vous passez par là, vous pouvez aller vous faire un café. Vous êtes au courant, vous déjà. J'en profite d'ailleurs en passant pour vous parler du sponsor du jour, qui est comme d'habitude moi-même, Une année en magie. On arrive bientôt à la saison 7 qui va commencer en février prochain. J'ai trop hâte de vous montrer les nouveautés. Je suis hyper enthousiaste pour cette année. Ça va être super chouette. Donc pour revenir, si jamais vous ne connaissez pas le principe d'une année en magie, c'est un programme que je vous propose tous les mois sur une plateforme qui s'appelle Patreon. Un programme qui vise à vous accompagner au quotidien dans votre pratique à l'aide de plusieurs outils, notamment un livret d'une centaine de pages quand même, donc on est dans du bon gros livret avec des choses à faire au fil des mois, des activités, des rituels, une plante, du folklore, etc., etc., plein de choses, de la divination, de la sorcellerie traditionnelle, de la sorcellerie moderne, etc. Et 4 vidéos en plus pour toujours plus de moi tous les mois. On ne s'en lasse pas. On ne se lasse pas non plus vous l'attendez depuis 5 minutes?
pardon, j'ai chopé la bataillère, le massage de joue. Attendez, excusez-moi, je l'ai pris un peu près. Voilà, là c'est bien. Là c'est bien. Là on est dans le massage de joue. Voilà, on l'attend, le massage de joue. C'est super important, toujours. Voilà, toujours garder ça à l'esprit. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos amulettes et talismans. Alors l'amulette, généralement, c'est un objet naturel, inhabituel la plupart du temps. Donc ça peut être par exemple un objet qu'on va trouver dans la nature, comme une... J'ai un chat qui... Voilà. Comme une pierre trouée, comme une plante particulière, comme le trèfle à 4 feuilles par exemple. Un coquillage qui a une forme, par exemple, qui a une spirale qui va tourner dans l'autre sens. Alors celui-là, si vous le trouvez, accrochez-vous parce que c'est excessivement rare. C'est très 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 rare comme les escargots, hein, d'ailleurs. Sachez que 99,9% des escargots sont droitiers, donc ont une spirale au niveau de la coquille qui tourne dans le sens horaire, et seulement 0,01% sont donc gauchers. Voilà, c'était l'info que vous n'avez pas demandé, qui n'a rien à voir avec la choucroute. Voilà, les escargots, il y a des escargots gauchers, donc qui ont la coquille qui tourne dans l'autre sens. Je parie que vous allez mieux dormir avec cette info. Bref, revenons à nos moutons. Donc, amulette, objet naturel, souvent inhabituel, ou objet fabriqué par le praticien ou par quelqu'un d'autre, mais qui représente généralement un seul symbole particulier. Alors je pense que les amulettes qui nous popent tout de suite à l'esprit quand on entend ce mot, ce sont les amulettes égyptiennes, type œil d'Horus, donc Ujat, Ankh, la croix en C, etc., scarabée, tout ça. Ce sont des amulettes, parce qu'elles représentent un seul symbole. Ou alors, on peut avoir aussi, je pense, celui qui vous vient, l'œil bleu en vert, le Nazar Bonsok de la tradition turque, et qu'on retrouve en Grèce également, pour éloigner le mauvais œil. Ça aussi, on en a bien parlé dans Une année en magie, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, cet objet, qu'il soit naturel ou qu'il soit fabriqué, a une action qu'on appelle apotropaïque, c'est-à-dire qu'elle repousse les influences négatives. Donc ça repousse le mauvais œil, ça repousse le mauvais sort. Une amulette, c'est quelque chose qui éloigne de soi. Un petit peu comme un bouclier, mais qui chasse. Hein, un coup de bouclier, on va dire. Donc, eh bien, étonnamment, l'amulette, on pourrait la classer, je dis bien pourrait, la classer dans la catégorie du bannissement. Voilà, pas de chose. Vous l'auriez pas dit peut-être, je ne sais pas si vous auriez classé ça, mais l'apotropaïe, eh bien, c'est du bannissement. Le talisman, lui, en revanche, il a une action inverse. Il faut savoir que c'est toujours un objet qui est fabriqué. Donc c'est jamais quelque chose de naturel et c'est généralement fabriqué par le praticien lui-même. C'est un objet qui est le plus souvent composite, donc qui mêle plusieurs symboles, soit issus de la même tradition, soit issus de traditions différentes, et qui est réalisé au cours d'un rituel particulier. L'amulette, non. L'amulette, c'est sa forme qui lui donne son pouvoir, tandis que le talisman, c'est le rituel qui lui en donne. Donc au niveau des talismans, les talismans les plus connus, évidemment, même si on peut en fabriquer soi-même, ce sont par exemple le sceau de Salomon, les carrés magiques comme le carré Sator ou les carrés planétaires, le pentacle avec un A, pas le pentacle avec un E, le pentacle avec un A, donc qui est un cercle qui englobe tout, du grec pan, qui veut dire tout, à ne pas confondre avec l'étoile à 5 branches qui est dans un cercle, et qui lui est une amulette. Et oui, parce que c'est fait pour repousser le mauvais œil, le mauvais sort, etc. Bref, le talisman, on va le tracer sur des supports qui peuvent varier, comme le parchemin, la pierre, le bois, etc. Et c'est quelque chose qui est destiné à attirer quelque chose à nous. Donc c'est plutôt à classer du côté de l'attraction. Voilà, petit point fait. Revenons donc à nos formes de sorts. Alors si on veut déterminer correctement une forme de sort, on va avoir plusieurs questions à se poser et plusieurs choses à prendre en compte. La première, évidemment, ça va être de savoir dans quelle famille, dans quel type de famille on va classer notre sort. Est-ce qu'on va être plutôt dans l'attraction, dans le bannissement ou dans autre chose? Une troisième catégorie un petit peu plus composite, par exemple un sort de divination, c'est ni de l'attraction ni du bannissement. Hein. Si jamais vous voulez faire un sortilège par exemple pour faire un rêve particulier, bon, on pourrait se dire qu'on est dans l'attraction, on attire le rêve à soi, mais en réalité on est plutôt dans l'ouverture, dans la vision, donc c'est encore un petit peu différent. Bref, on essaye d'abord de se demander, est-ce que je suis dans l'attraction, est-ce que je suis dans le bannissement, ou est-ce que je suis un peu entre les deux, on sait pas trop. Ensuite, on va déterminer très clairement le but de notre sortilège, le résultat qu'il doit avoir, et
surtout, chose qui est importante, le cheminement qu'il doit faire pour parvenir à ce résultat-là. Ça, c'est un truc auquel on pense relativement peu. C'est-à-dire que souvent, quand on fait un sortilège, on pense au but, on pense à la finalité. Par exemple, je veux changer de travail, donc je veux un nouvel emploi qui me corresponde mieux. On va bien visualiser son nouvel emploi, on va bien se voir en poste, on va bien se voir l'exercer, etc. Mais on pense pas trop à tout ce qui va se passer entre le sortilège et l'obtention de l'emploi. Donc le fait qu'on va multiplier les CV, les lettres de motivation, les entretiens d'embauche, qu'on va peut-être faire une formation pour acquérir des compétences, etc. Ça, c'est tout un cheminement auquel on pense pas forcément. Et bien pour déterminer la force de notre sort, c'est bien d'y penser, parce que très souvent, le sortilège peut être une analogie de ce cheminement qu'on va faire pour arriver à notre but. Par exemple, mon sortilège, je suis dans une relation amoureuse, je veux que l'amour entre mon partenaire et moi grandisse. Eh bien, je peux imaginer planter une graine et m'en occuper jusqu'à ce que la plante croisse, jusqu'à ce qu'elle pousse, éventuellement qu'elle donne des fleurs, puis des fruits. Et là, on peut avoir l'idée de l'amour qui fleurit et qui fructifie. La fructification pouvant être, oui, un bébé. On a bien compris l'idée. Donc, voyez un petit peu cette idée-là. Par exemple, si je veux attirer l'argent, je veux plus d'argent. Ça, c'est un truc auquel on ne pense pas forcément, le cheminement pour avoir plus d'argent. D'ailleurs, c'est au cœur de beaucoup des vœux qui tournent mal dans la pop culture. On fait un vœu avec un génie pour avoir de l'argent et puis on se retrouve avec l'argent d'un hold-up qu'on a mis chez nous. Ce qui n'est pas une très très bonne idée, on est tout à fait d'accord. Mais si par exemple je veux faire grandir mon capital ou attirer l'argent, je peux imaginer mettre dans mon porte-monnaie un aimant pour attirer l'argent, faire que l'argent rentre, puisque l'aimant a cette idée de chose qui va attirer le métal à soi. Alors vous allez me dire, les pièces ne sont pas attirées par les aimants. Oui, on est dans l'analogie. C'est une image. Du coup, vous pouvez aussi imaginer un aimant naturel comme une magnétite, par exemple. C'est une image. Même chose, on peut mettre plusieurs devises différentes dans notre porte-monnaie pour justement se dire qu'on accepte que les rentrées d'argent viennent de devises différentes. Par exemple, si on est dans le commerce international, ça peut être pas mal si on veut accroître son capital de mettre des dollars, des livres sterling, d'autres, voilà, n'importe quel, des euros, tout ce qu'on veut, des yens, dans son porte-monnaie. Vous avez compris l'idée. Ensuite, on peut se demander, bien entendu, quel va être le devenir de ce sortilège. Est-ce que c'est quelque chose que je vais devoir garder sur moi? Par exemple, si je fais une protection sur moi, je peux avoir envie d'être protégée tout le temps. Si je fais un sortilège d'attraction amoureuse, je vais le garder sur moi parce qu'on ne sait jamais où je peux tomber sur ma moitié. Peut-être en allant acheter des collants à Monoprix, on ne sait pas. Oui, il y a des choses des fois qui tombent d'endroits et c'est les meilleures rencontres généralement. Donc on ne sait pas, donc pour être paré à toute éventualité, on peut l'emmener avec soi, on peut le garder sur soi tout le temps. Ou alors est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'on va laisser dans un endroit particulier ou qu'on ne va ne porter qu'à certains moments? Par exemple, si je fais un sortilège pour mon sommeil, je vais pas le porter sur moi toute la journée, sinon je risque d'être un peu groggy, je ne vais le mettre que quand je vais dormir. Ou si par exemple je veux avoir du bagou dans certaines situations, si je passe des entretiens d'embauche, je veux pouvoir être sûre de moi, avoir de la confiance en moi. Je sais que j'ai confiance en moi dans les autres sphères de ma vie, donc c'est pas très grave, je ne perds mes moyens qu'en entretien d'embauche. Du coup, je vais pas porter mon sortilège quand je vais voir un film avec des amis, ça aurait pas trop d'intérêt. Pareil, si je fais un sortilège pour mon travail, je vais plutôt avoir intérêt à le laisser sur mon lieu de travail, puisque je ne travaille pas tout le temps. Enfin, si vous n'êtes pas moi, vous ne travaillez pas tout le temps. Oui, les gens qui me connaissent doivent être en PLS quand je dis ça. Bref, vous avez compris. Parce que voilà, si vous faites par exemple une protection pour un voyage, vous pouvez avoir envie de le porter uniquement au moment du voyage et pas après, ou de le laisser dans votre véhicule par exemple. Bref, selon vos besoins. Donc demandez-vous, ce sortilège, une fois que vous l'avez fait, qu'est-ce que vous allez en faire ? Parce que ça aussi, ça peut déterminer la forme. C'est bien qu'il s'adapte. Par exemple, si c'est quelque chose que je vais garder sur moi, par exemple, je vais reprendre mon idée d'attraction amoureuse, un bracelet, c'est bien. Une jarre, ça dépend de la taille de votre sac à main. Par expérience, je sais qu'un gros bocal le parfait comme ça se voit. Ça, on va pas se mentir, ça se voit. Après, on assume ou pas. Enfin, se balader avec une grosse jarre comme ça
Ah, vous allez attirer l'attention, ceci dit, ça peut déclencher des conversations. Ça peut arriver. Ça peut arriver après tout, si vous tombez sur quelqu'un qui est adepte des conserves, on sait pas. Je vous dis, on sait pas d'où l'amour peut venir, hein. Ça peut. Les rayons conserves à Monoprix, on sait pas ce que ça peut donner. Bref. Ensuite, on va également se demander quelle durée doit avoir ce sortilège. Combien de temps je vais avoir besoin qu'il reste actif. Si j'ai besoin d'un effet immédiat, je passe un entretien d'embauche demain. Je veux un soutien pour mon entretien d'embauche demain, parce que c'est ce boulot-là que je veux. Bah du coup, je peux utiliser des ingrédients et un sortilège qui peut être très périssable. C'est pas grave. Je vais pouvoir mettre des plantes fraîches, je vais pouvoir mettre des choses comme ça qui vont pas forcément se garder. En revanche, si je veux un sortilège, par exemple, pour protéger ma maison pendant 1 an et 1 jour, c'est bien de prendre des choses qui vont tenir le coup pendant 1 an et 1 jour. Donc ça aussi, on peut se demander combien de temps on va devoir le conserver. Est-ce que mon sortilège, il peut se permettre d'être évident ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit discret ? Par exemple, si je dessine un talisman sur un grand parchemin et que je l'affiche au mur, ça peut être chouette si c'est censé rester dans une pièce. Par exemple, admettons, je tiens une boutique ésotérique et j'ai envie d'attirer les clients, d'attirer l'attention. Ça peut être pas mal que je dessine un grand talisman de succès sur un grand poster et que je l'accroche dans mon magasin. En plus, bon, ça fait couleur locale. Dans un magasin ésotérique, je vais pas trouver ça bizarre d'avoir un grand talisman affiché sur le mur. En revanche, si je tiens une boutique de cosmétiques, ça va tout de suite être un peu plus bizarre. Donc, est-ce que je vais pas plutôt, là, dans ces cas-là, le dessiner sur une enveloppe et le glisser derrière un cadre photo, discrètement ? Est-ce que mon sortilège, donc, il peut se permettre d'être évident ou est-ce que je vais plutôt devoir le cacher ? Et enfin, on va se demander quels sont les supports qu'on aime et avec lesquels on est à l'aise et avec lesquels on se sent bien de pratiquer. Ça, c'est un truc qu'on se pose relativement peu souvent. On veut bien faire, donc on fait vaille que vaille. Mais en réalité, ça marche mieux avec des choses qu'on aime, parce qu'on se met dans de bonnes dispositions. Si vous détestez l'odeur de la fumée, brûler quelque chose, même si c'est super pour le bannissement, eh bien ça peut vous mettre mal à l'aise et donc vous mettre dans de mauvaises dispositions et dans une mauvaise énergie pour votre rituel et ça peut le flanquer par terre. Donc si vous avez un bannissement à faire par exemple et qu'on vous a dit brûler c'est le mieux et que vous dites oui d'accord brûler ok par contre l'odeur de la fumée ça me met capoute, peut-être essayer de trouver autre chose. Ça peut être intéressant. Je vais vous donner quelques exemples concrets, j'en ai recensé quelques-uns. Et on va essayer... Oui, j'ai des notes, voilà, je triche de manière extrême. Et on va voir un petit peu, on va étudier un peu ça. Par exemple, alors on va commencer par l'idée d'un sortilège de ligature. Lier quelque chose, attacher quelque chose, généralement c'est pour entraver, donc empêcher que quelque chose nous embête trop longtemps. Hein, exactement comme quand on attache un chien pour l'empêcher de vagabonder ou quand on va attacher quelque chose pour l'empêcher de s'envoler ou pour l'empêcher de nous approcher également. On peut par exemple envelopper une représentation de cette chose dans un ruban dont on va choisir la couleur en fonction du type de ligature qu'on veut. Si on veut retenir quelque chose qu'on aime bien, on va plutôt prendre une couleur qu'on aime bien. Si on veut entraver quelque chose en le neutralisant, on va prendre par exemple une couleur neutralisante comme le noir. Ça peut marcher. On peut également le recouvrir de cire. On peut le sceller dans un pot et le cacher dans l'obscurité. On peut, si on veut entraver également, le mettre dans de l'eau et le mettre au congélateur. Ce genre de choses-là. On arrête, on entrave, on bloque. Donc on va le symboliser comme ça. Pour bannir, évidemment, brûler, c'est toujours une bonne idée, on est d'accord. Mais si jamais c'est quelque chose que vous n'aimez pas, vous pouvez également détruire d'une autre façon. On peut imaginer faire se décomposer quelque chose. Donc par exemple, symboliser la chose que vous voulez bannir par un symbole que vous allez dessiner sur quelque chose de périssable. Ça peut être une feuille par exemple, ça peut être une épluchure. Alors assurez-vous bien dans ces cas-là que ce sont des épluchures qui ne sont pas dangereuses
pour l'environnement. Donc par exemple, épluchure de pommes, ça marche toujours, pommes bio, bien sûr, non traitées, et on l'enterre pour que ça se désagrège, et en se désagrégeant, que ça disparaisse. Vous voyez un petit peu l'idée. On peut également réduire quelque chose en poussière, en poudre, en le pilant dans un mortier, et le disperser aux quatre vents, ça marche très bien aussi. Pour encourager quelque chose, pour le faire grandir. Je vous ai donné l'idée de la graine tout à l'heure, ça marche très bien aussi, mais sachant que quand on veut encourager quelque chose, l'endroit où on va placer cette graine peut avoir un impact. Pour ma relation amoureuse, je vais plutôt la mettre dans la chambre à coucher. Pour faire rentrer quelque chose dans ma vie, je vais le mettre près de la porte d'entrée. Pour attirer par exemple l'inspiration qui va être portée par l'air, je peux le mettre à côté d'une fenêtre. Vous voyez, ce genre de choses-là. Pour cacher quelque chose, c'est simple, on va cacher. On peut mettre quelque chose dans un bocal qu'on va peindre en noir, qu'on va recouvrir d'un tissu, qu'on va enterrer ou envelopper d'un ruban ou cacher dans une cachette dans la maison, le mettre dans une boîte, bref, toujours est-il qu'on va cacher ou mettre, comme je vous disais tout à l'heure, derrière un cadre photo, sachant qu'on peut cacher des choses, par exemple pour dissimuler un secret, mais aussi pour protéger des choses. Quand on élabore un projet, par exemple, et qu'on ne veut pas que ce projet soit encore vu de tous, on peut avoir envie de le cacher pendant un certain temps. Dans ces cas-là, demandez-vous si vous allez devoir le décacher ou pas. Comme ça vous aidera à savoir où vous le faites. Si vous voulez nettoyer et purifier, on peut enterrer une représentation de la chose dans un bol de sel, par exemple, ou dans des plantes purifiantes. On peut aussi le passer dans de la fumée de plantes adéquates, le laisser, si ça supporte l'eau, dans un bain d'eau purifiante, alors soit une eau qu'on aura confectionnée pour ça, soit une eau de lune, ce genre de choses-là. Où j'en étais? Oui, pour formuler un souhait, attirer à soi un désir, on peut placer par exemple une représentation à côté d'une chandelle et souffler cette chandelle. Oui, c'est super rare. Généralement, on souffle pas les chandelles. Quand on fait des vœux, on souffle. Par exemple, pour notre anniversaire. Généralement, on fait ça pour que le vœu soit emporté par le souffle. Eh bien, on peut dédier cette bougie à ça, sachant que cette bougie, après, vous ne devrez plus jamais la rallumer. À vous de voir. On peut aussi jeter une pièce ou une épingle dans une fontaine ou une source sacrée, comme ça se faisait avant, et on peut utiliser tous les petits charmes enfantins. Par exemple, souffler sur des akènes de pissenlit pour les disperser aux quatre vents, effeuiller une fleur, guetter une toile filante, même si techniquement, pour que le souhait marche pour une toile filante, il faut l'avoir par hasard. Bref, à vous de voir. C'est assez sympa de puiser justement dans l'égrégore des sortilèges enfantins. On les néglige beaucoup trop souvent, mais n'oubliez pas qu'énormément d'enfants y croient, et donc passent leur temps à nourrir cet égrégore. Ça peut être utile. Si on veut communiquer avec un esprit ou une déité, par exemple, on peut lui consacrer une bougie qu'on va oindre avec une huile adéquate, donc chargée avec des plantes qui vont être associées à cet esprit-là. On peut aussi laisser des offrandes, dresser un autel, et bien entendu, si on veut attirer une entité particulière à soi, ouvrir portes et fenêtres. Quand on fait appel à elle, ça met les énergies en mouvement et c'est toujours positif. Pour parer quelque chose, pour se mettre derrière un bouclier et prendre des coups, avant de riposter en balançant le bouclier dans la tronche, parce que n'oubliez jamais que le bouclier, c'est une arme. Bref. On peut disposer des choses protectrices dans les quatre coins d'un lieu pour créer comme une barrière, comme une clôture. On peut aussi tracer une ligne, généralement en forme de cercle, autour d'une zone à protéger. On peut aussi planter un objet ou un symbole de protection aux 4 points cardinaux. On peut également se servir du symbole du bouclier en dessinant quelque chose à l'intérieur qu'on doit protéger et à l'extérieur des choses qui vont nous protéger comme des épines, des armes, des symboles, des glyphes, etc. etc. Si on veut maudire, parce que ça peut arriver, que celui qui n'a jamais maudit nous jette la première pierre, ça peut arriver. Bon, ne maudissez pas votre voisin parce que vous aimez pas sa façon qu'il a de relever son courrier, mais bon, des fois ça peut arriver. Généralement, on peut utiliser des choses, on n'oublie pas que la malédiction, c'est la maldiction. Donc c'est quelque chose que l'on dit mal. On parle du mal. Donc souvent on utilise la bouche pour maudire. On utilise notamment le crachat. Oui, on crache sur une représentation de la chose que l'on veut maudire. On peut aussi, bien entendu, se baser sur les pratiques de défiction, donc ces fameuses tablettes en plomb que l'on criblait de trous avec des clous pour les détruire ou
les transpercer. Donc on peut griffer ou transpercer avec des objets tranchants une représentation. Bien sûr, ne transpercez pas votre voisin avec un objet tranchant. Aimez vos voisins. Voilà. Bref, je vous le dis juste parce que ça existe. Si on veut décourager quelque chose, par exemple quelque chose qui est dans notre vie, on n'a pas forcément envie de le bannir, mais Camille de la Compta, il ou elle est bien gentil, mais on n'a pas forcément envie de se faire draguer par Camille de la Compta parce qu'on a quelqu'un d'autre en vue ou qu'on est déjà bien en couple et que Camille de la Compta est un peu gênante. Donc si on veut décourager cette chose-là, on peut par exemple planter une représentation ou l'enterrer à la porte arrière de la maison, par là où on sort, ou le réduire en cendres et le disperser, ou utiliser par exemple une plante coupée, entourer donc une représentation de cette chose ou de cette personne autour d'une fleur ou d'une plante coupée et la laisser se faner, la laisser dépérir. Bien sûr, faites-le avec des plantes coupées, pas avec des plantes en pot, parce qu'une plante en pot est un être vivant. Laisser mourir une plante en pot, c'est tuer un être vivant, c'est pas bien. Aimez vos plantes en pot, cuire peut-être avec les doigts sur les plantes en pot. Bref. Si on veut apporter des bonnes choses, apporter des bénédictions sur quelqu'un ou sur quelque chose, on peut allumer une bougie en son honneur, on peut charger un cristal, on peut créer un talisman pour cette personne ou cette situation-là. Bref, vous avez compris l'idée. On peut manipuler pas mal de choses comme ça et on peut utiliser pas mal de supports. Sachant que généralement, bien sûr, on a des sortilèges qui sont globalement assez polyvalents comme les sachets. Le sachet charme, c'est un banger, on peut l'utiliser. Alors j'avais fait une très vieille vidéo à ce sujet. Si jamais vous voulez voir du vintage, c'est par là que ça se passe, parce que c'est un support génial, et ça se plie à tout. À l'attraction, au bannissement, puisqu'on peut le porter sur soi, on peut le laisser quelque part, on peut le cacher, on peut le brûler, on peut le détruire, on peut l'enterrer en fonction de ce qu'on a mis dedans et des matériaux qu'on utilise. C'est un sortilège très 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 versatile, qui va se plier à peu près à tout. Voilà, le sachet charme, si on doit en garder qu'un, sachet charme. Un qui est très à la mode aussi, c'est le spell jar, donc le bocal magique, qui est un dérivé de la bouteille de sorcière, mais qui en fait est un sachet charme dans une bouteille. L'avantage, c'est que il est beaucoup plus résistant, c'est quelque chose qui est plus pérenne dans le temps et dans lequel on peut mettre des liquides, chose qu'on ne peut pas faire dans un sachet charme. Pas mettre, voilà. Donc c'est vrai que pour ça, le spell jar, c'est pas mal, on peut y mettre des poudres très fines également, bref, on peut mettre des choses qu'on peut pas mettre dans le sachet, mais généralement, l'idée est la même. Sauf que ça marche beaucoup moins pour le bannissement, à moins de casser la jarre, et ça peut être un petit peu dangereux, parce que généralement c'est du verre. N'oubliez pas qu'il faut toujours vérifier si votre verre est recyclable avant de le recycler, parce que souvent le verre alimentaire ne l'est pas, et si vous avez envie de casser une spell jar par exemple pour faire un sortilège de bannissement, enveloppez-la dans un torchon très épais et cassez-la doucement avec un marteau ou une petite masse. Ne faites pas des grands gestes, allez-y tout doucement, faites très attention de ne pas vous couper parce qu'un accident est très vite arrivé. C'est quand même dommage de se trancher un doigt quand on essaye de bannir un truc qui nous empoisonne la vie. Un petit retour de karma dont on se passerait bien. Donc voilà, on a pas mal de sortilèges comme ça qui peuvent être employés. J'ai envie de dire que seule l'imagination est votre limite. The sky is the limit for you. Voilà, essayez de vous demander à chaque fois ce que la forme peut représenter pour vous aider dans votre sortilège. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À la personne qui a posé cette question, j'espère que tu es passé par là et j'espère que ça a répondu à ta question. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, de montrer que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce en l'air, un petit j'aime, laissez un commentaire parce que c'est ce qui marche le mieux pour l'algorithme, ou partagez cette vidéo via le lien de partage autour de vous et sur vos réseaux, ça aide énormément à la croissance de la chaîne et ça me soutient très très fort. Bien sûr, si vous voulez me soutenir plus activement, n'oubliez pas que j'ai un Ko-fi sur lequel vous pouvez laisser un petit pourboire. Un pourboire laissé, une croquette achetée pour encore plus de massage de joues de chat mou, de chat extrêmement mou, voilà. Le Ko-fi permet d'accroître le massage de joues et ça c'est toujours important. Et bien entendu, le plus gros soutien, c'est évidemment, une année en magie où comme je vous l'ai dit, vous avez tous les mois un livret d'une centaine de pages et 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de mois tous les mois. On peut même le faire avec le chat, c'est merveilleux. Le chat est un banger, c'est comme le sachet charme, c'est versatile et ça mange les cheveux.
En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez un très grand soin de vous, portez-vous bien et surtout, plus que jamais, restez magique. À très vite. Bye.